L'instinct maternel est quelque chose de fort. Souvent, les mamans prennent des décisions qui, aux yeux de leur enfant, peuvent paraître dures, pas cool, enfin en tout cas, des décisions qui déplaisent à l'enfant en question. Mais on s'en rend souvent compte, en grandissant, c'est toujours, ou presque en tout cas, pour le bien de l'enfant. Alors, lorsque dans une petite ville tranquille du Royaume-Uni, une maman refuse que sa petite fille sorte faire du vélo après manger, même si l'enfant promet de ne pas aller loin, on comprend facilement qu'il s'agit juste de bon sens. Mais devant l'insistance de la fillette, la maman cède, décision qu'elle va regretter toute sa vie. Générique. Le 2 octobre 2012, dans l'après-midi, un homme passe les portes du commissariat d'Aberystwyth, une ville située au Pays de Galles. Il se nomme Mark Bridger, il a 46 ans, est factotum de métier et arrive accompagné de policiers, les menottes déjà au poignet. Ce qui surprend tout le monde sur place, c'est qu'il est étonnamment calme et pour cause, c'est surprenant qu'il soit calme parce que s'il est là, c'est qu'il est suspecté d'avoir enlevé April Jones, 5 ans, qui a été portée disparue la veille. En effet, alors que la fillette jouait avec une amie dans la rue près de sa maison, le 1er octobre 2012 en début de soirée, cette dernière affirme l'avoir vue monter, heureuse et le sourire aux lèvres, dans un véhicule bleu dont la description peut faire penser qu'il s'agissait d'un van ou d'un 4x4. L'amie d'April a par ailleurs précisé qu'elle était montée du côté conducteur, soit la droite au Pays de Galles, ce qui signifie que le volant du véhicule en question est probablement à gauche. Les forces de l'ordre le savent, dans les affaires de disparition et d'autant plus quand il s'agit d'un enfant, les premières 48 heures sont cruciales, parce que c'est dans ce laps de temps que la victime a le plus de chances d'être retrouvée en vie. De très importants moyens sont donc déployés pour localiser April. 12 heures après la disparition de la fillette, les services de renseignement transmettent une information qui permet à la police d'avoir un début de piste. Un certain Mark Bridger est le propriétaire d'un Land Rover Discovery bleu, dont le volant est situé à gauche. De plus, l'homme habite une maison, un cottage, appelé Mount Pleasant, situé à Sains, un village qui se trouve à seulement quelques kilomètres de McKinley, où vit la famille Jones. Vous en conviendrez, ça fait quand même pas mal de coïncidences, et ça n'est pas tout. Parce que, rappelez-vous, l'amie d'April a affirmé qu'elle semblait heureuse lorsqu'elle est montée à bord du véhicule. Ça peut vouloir dire donc que son conducteur ne lui était pas inconnu. Or, il se trouve que justement, April connaît Mark Bridger, avec qui elle a déjà eu des interactions, puisque les enfants de la petite amie de l'homme et sa propre fille fréquentent la même école qu'elle et qu'il va régulièrement les chercher à la sortie des cours. C'est en se basant sur tous ces éléments que la police décide de considérer l'homme comme une personne d'intérêt, ce qui les conduit à se rendre à son domicile pour l'interpeller le 2 octobre aux alentours de 13h afin de l'interroger. Malheureusement, il ne l'y trouve pas, mais il décide tout de même de pénétrer dans la maison. À l'intérieur, il fait très chaud, anormalement chaud même, et des braises incandescentes sont encore visibles dans le poêle à bois. Il flotte également dans le cottage une forte odeur de détergent. Par ailleurs, un témoin atteste l'avoir vu près d'une rive de la rivière qui passe derrière chez lui, portant un gros sac poubelle de couleur noire, et il ajoute qu'il pense que le sac n'était pas vide. Ces découvertes ne font qu'intensifier les soupçons qui pèsent contre Mark Bridger, qui est maintenant considéré comme un suspect, et finalement, il est arrêté par les forces de l'ordre 2 heures plus tard. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il est alors conduit au commissariat d'Aberystwyth, où, sur place, Louis Thomas et Noel Blakeman sont chargés de son interrogatoire. Le temps presse, parce que ça fait déjà presque 24 heures qu'April Jones semble avoir été victime d'un enlèvement, et si, comme les enquêteurs le pensent, c'est bien Mark Bridger qui en est l'auteur, la priorité est avant tout qu'ils leur disent où il la retient prisonnière. Bref, la pression qui pèse sur ces deux policiers est écrasante. L'urgence est telle d'ailleurs qu'une mesure exceptionnelle est prise, le suspect sera questionné sans la présence d'aucun avocat, et ce pour maximiser les chances d'obtenir des aveux et de pouvoir retrouver la fillette de 5 ans. L'interrogatoire débute par une question simple mais directe. Où se trouve April Jones ? Mark Bridger répond qu'il l'ignore. I don't know where she is.
Yesterday, I came down to see my daughter's teacher. She had a parents' evening. And I then parked up opposite my girlfriend's house, which I believe is not far away from April's mother and father's house. Clairement, il a un parfait contrôle de lui-même, il parle d'une voix calme et posée, et des images capturées le matin même par un hélicoptère qui ratissait la zone à la recherche d'April Jones montrent exactement la même chose. L'homme, filmé sortant de chez lui pour aller promener son chien, ne semble pas étonné le moins du monde, ni même intrigué, de voir un hélicoptère passer et repasser dans le coin, alors que ça n'arrive normalement jamais. Il ne lève à aucun moment la tête et continue tranquillement son chemin, comme si de rien n'était. Ça pose question. Que cache le contrôle dont Mark Bridger semble faire preuve, et surtout, qui est-il réellement ? Mark Leonard Bridger est né le 6 novembre 1965 à Carshalton, dans le Surrey, en Angleterre. Il est le fils de Graham Bridger, qui est policier, et de Pamela, et il est le deuxième enfant d'une fratrie de 3. Son enfance et sa scolarité se passent relativement bien, et il n'y a rien de spécial à en dire. Après avoir fait ses années de lycée au sein de l'établissement John Ruskin à Croydon, il s'essaye pendant 2 ans à des études d'ingénierie, mais il ne réussit pas à obtenir son diplôme et décroche, après cet échec, son premier emploi, un poste de soudeur. Très vite, il s'en lasse et décide en 1984, à 19 ans, de tenter de devenir pompier. Il commence sa formation à Londres, mais l'abandonne quelques mois seulement plus tard parce que, écrit-il sur sa lettre de démission, il estime ne pas pouvoir atteindre les exigences requises par le centre de formation. Enfin ça, c'est ce qu'il dit. La vraie raison, c'est qu'il a des ennuis avec la police, et pour cause, ils l'ont arrêté en possession d'une arme à feu, alors qu'il projetait de cambrioler un bureau de poste, ce qui lui vaut une période de probation de 2 ans. À peu près à la même période, il engendre un premier enfant avec celle qui est alors sa petite amie, Deborah Verona, et si j'utilise le terme « engendrer », ça n'est pas un hasard, ça décrit très bien le comportement de Mark Bridger face à la parentalité. En effet, lorsqu'il rompt avec Deborah, peu après la naissance de leur petit garçon, il abandonne son fils au passage. Cette façon d'agir, très peu empathique, qui prive au passage Graham et Pamela Bridger de leur petit-fils, a d'ailleurs créé pas mal de dissensions au sein de la famille de Mark. Son entourage désapprouve et il ne se prive pas pour le lui faire savoir. À partir de là, c'en est fini de l'apparente stabilité de Mark Bridger, qui déménage de ville en ville et occupe des emplois divers et variés. Mécanicien, bûcheron, cuisinier, barman ou encore sauveteur dans un centre de loisirs, il semble avoir vraiment du mal à se poser. Du côté de ses relations amoureuses, c'est à peu près la même chose parce qu'il passe d'une femme à l'autre en laissant parfois un ou des enfants derrière lui. Mark devient père une seconde fois avec l'une de ses petites amies et se marie à une certaine Julie Williams en 1990 avec qui il aura 2 autres fils. Une fois n'est pas coutume, 2 ans après son mariage, il se sépare de Julie et fréquente ensuite plusieurs autres femmes avant de rencontrer Helen Griffith en 1996 avec qui il s'installe rapidement. Petite anecdote intéressante, à ce moment-là, la sœur d'Helen Griffith sort avec un certain Paul, qui n'est autre que celui qui deviendra par la suite le père d'April Jones. Bref, de fait, les 2 hommes se rencontrent et si toutefois ils ne sont pas les meilleurs amis du monde, Mark Bridger et Paul Jones se connaissent. La suite du déroulé de la vie de Mark Bridger, vous pouvez la deviner. 2 enfants supplémentaires voient le jour et ces nouvelles naissances portent à 6 le nombre d'enfants conçus par Mark avec 4 femmes différentes. Et s'il semble aimer fuir ses responsabilités parentales, il semblerait qu'il aime aussi beaucoup travestir la vérité et raconter tout et n'importe quoi à qui veut bien l'écouter. Si on en croit ses dires, il aurait été un Royal Marine, une cible de l'IRA, un vétéran formé par le SAS, un mercenaire en Angola et un docteur en biologie marine, enfin bref. Il réinvente régulièrement sa vie pour se faire passer pour à peu près tout, sauf ce qu'il est vraiment. Il va jusqu'à affirmer que son père est mort d'une attaque cardiaque et que sa mère, écrasée par le chagrin, s'est suicidée, ce qui est bien évidemment complètement faux. Il se rêve aussi en survivaliste et possède une impressionnante collection de couteaux, de haches et de scies. Il passe aussi énormément de temps dans les montagnes, dans les bois et le long des rives du Pays de Galles. Il connaît les réseaux de grottes et de puits de mines situés autour de McKinley comme sa poche.
Son amour des armes blanches finit d'ailleurs par payer, puisque ça le mène à décrocher un nouvel emploi. Mark Bridger se fait employer dans un abattoir, et selon les dires de son ancien collègue, Gage Talbot, il excellait dans la découpe et dans le désossage. Pour compléter le tableau, plusieurs femmes qui l'ont fréquenté affirment qu'il les battait et qu'il avait tendance à être très contrôlant et possessif, en plus d'avoir un sérieux problème avec l'alcool. À côté de ça, à côté de délinquance, Mark Bridger n'a pas chômé non plus et il a depuis sa première condamnation fait quelques lignes supplémentaires à son casier. Vol et tentative de vol, conduite sans permis ni assurance, agression, à nouveau possession d'armes à feu illégales, enfin bref, un joli palmarès pour lequel il n'écopera jamais que de 4 mois de prison avec sursis. Un individu tout à fait charmant. En 2010, Mark Bridger, qui boit déjà beaucoup, commence à intensifier fortement sa consommation d'alcool, qui devient journalière, des boissons alcoolisées qu'il mélange d'ailleurs avec les antidépresseurs qu'il prend par intermittence depuis plus d'une dizaine d'années. À ce moment-là, il vient de faire la rencontre de Vicky Fenner, avec qui il reste 2 ans. Mais elle le quitte en 2012, quelques heures seulement avant la disparition de la petite April Jones. Comme à son habitude, il tente bien, après la rupture, de se lancer immédiatement dans une nouvelle relation, mais aucune de ses ex, ni aucune des femmes qu'il connaît, ne mord à l'hameçon, et ça, Mark le vit mal, parce qu'il réalise qu'à maintenant 46 ans, son pouvoir de séduction est en perte de vitesse, ce qui, accessoirement, ne va pas dans le sens de son côté maniaque et du contrôle permanent qu'il aime avoir. Alors, est-ce le chagrin dû à cette frustration ou à sa récente séparation qui le pousse, en ce début de soirée du 1er octobre 2012, à sortir son Land Rover, afin de parcourir les rues de McKinley, ou est-ce simplement le jour qu'il a choisi pour mettre à exécution ses fantasmes les plus abjects qu'il avait réussi à garder secret jusque-là? En tout cas, tout porte à croire que ce soir-là, il a effectivement croisé la route de la petite April Jones, âgée de seulement 5 ans, qui, en plus d'avoir été enlevée, avait déjà eu un départ compliqué dans la vie. En effet, April Sue Lynn Jones est née prématurément le 4 avril 2007 à McKinley. Elle arrive avec 7 semaines d'avance et ne pèse que 1,8 kg à la naissance, ce qui lui vaut un passage en soins intensifs qui dure 2 semaines. Il est découvert peu de temps après qu'elle a un trou dans le cœur et un souffle cardiaque. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, puisque lorsqu'elle atteint l'âge de 3 ans, ses parents, Coral et Paul Jones, remarquent chez elle une étrange maladresse. Après un certain nombre de visites chez le médecin, la mauvaise nouvelle tombe. April est atteinte d'une paralysie cérébrale légère qui affecte le côté gauche de son corps, de la hanche jusqu'au bas de la jambe. Ces problèmes de santé lui provoquent d'importantes douleurs et elle doit recevoir des soins quotidiens, mais elle bénéficie heureusement du soutien indéfectible d'une famille aimante, toujours prête à lui venir en aide. Même Jasmine, dite Jazz, 16 ans, qui partage sa chambre avec elle, et Harley, 11 ans, sont malgré leur jeune âge très présents pour leur petite sœur. Et le moins que l'on puisse dire au sujet d'April, c'est qu'elle ne laisse pas son handicap l'empêcher de faire ce qu'elle veut, bien au contraire. Elle se plaint rarement et elle est toujours partante pour jouer avec ses amis, bref, elle est, au final, comme toutes les petites filles de son âge. April est facétieuse et enjouée, même si elle peut se montrer timide au premier abord. D'ailleurs, si sa famille lui a donné le surnom affectueux Little Devil ou Petit Diable, ça n'est pas pour rien. Comme beaucoup d'enfants de son âge, cette petite fille de 5 ans au regard malicieux adore faire des bêtises. Ce qu'elle aime aussi beaucoup, c'est faire du vélo, et ce, depuis ses 3 ans et demi. Ça l'aide énormément à gagner en autonomie dans ses déplacements, et on peut d'ailleurs souvent l'apercevoir sur sa bicyclette rose, sa couleur préférée, dans la rue où se trouve sa maison. Et si a priori la journée du 1er octobre 2012 commence tout à fait normalement pour la famille Jones, ça n'est malheureusement pas de la même manière qu'elle va se terminer. Ce jour-là, en fin d'après-midi, April se rend d'abord à un cours de natation au centre de loisirs local, pendant que Coral et Paul, ses parents, sont eux à une réunion parents-prof organisée par l'école. Ils récupèrent leur fille ainsi qu'une de ses copines, dont le prénom n'a jamais été rendu public, copine âgée de 7 ans, direction la maison des Jones où les filles mangent en regardant Réponse, le dessin animé préféré d'April. Aux alentours de 19h, cette dernière demande à ses parents si elle peut sortir son vélo et raccompagner son amie chez elle, une amie qui, accessoirement, est aussi une voisine. Coral, dans un premier temps, n'est pas vraiment d'accord. En effet, l'heure du coucher approche pour April et, pour la maman, il est un petit peu tard pour aller dehors à son âge.
Mais comme on vient de le voir, la fillette, qui a un caractère déjà bien trempé, ne l'entend pas de cette oreille et elle fait tout ce qu'elle peut pour convaincre sa mère, qui finit par céder. L'ami d'April ne vit de toute façon qu'à 200 mètres de chez eux, et puis McKinley, c'est une toute petite ville, très tranquille, d'à peine plus de 2200 âmes. Coral pense donc que sa fille ne risque rien, mais ceci dit, elle lui intime quand même l'ordre de rentrer directement après avoir raccompagné sa copine chez elle. Du coup, quand 20 minutes plus tard, les parents d'April constatent qu'elle n'est toujours pas rentrée, ils pensent qu'elle doit certainement être chez son ami, en train de jouer, et ils y envoient donc leur fils, Harley. Il la ramène. Harley part, mais revient très rapidement en hurlant. Le petit garçon est complètement paniqué et du haut de ses 11 ans, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il crie à ses parents que sa sœur a été enlevée. Son ami l'a vu monter dans un van il y a quelques minutes seulement. Le cauchemar commence alors pour la famille Jones qui appelle immédiatement la police pour signaler les faits. Police emergency. My spot's been kidnapped. Sal, can you speak to me? She's gone off in a car with somebody. Somebody's picked her up in a car or something. Okay, what's the name of the child that's gone missing? April Jones, April, how old is she? 5. En parallèle, il demande à un ami de poster un message sur Facebook. L'horrible nouvelle de l'enlèvement d'April fait très rapidement le tour du quartier. Les gens se mobilisent. À 20h, ils sont une cinquantaine devant la maison, prêts à aider aux recherches qui débutent et se poursuivent tout au long de la nuit, sans malheureusement être concluantes. Le 2 octobre 2012, tôt le matin, il s'ensuit le déclenchement du plus grand dispositif de recherche jamais mis en place au Royaume-Uni. C'est tout un pays qui compatit à la détresse de sa famille et qui veut qu'April soit retrouvée. La nouvelle de la disparition frappe le pays de plein fouet, à tel point que même le Premier ministre de l'époque, David Cameron, fait une déclaration officielle pour inviter tout potentiel témoin à se manifester auprès des autorités pour retrouver la fillette au plus vite. Et c'est d'autant plus urgent de localiser April que, rappelons-le, elle a une infirmité et qu'elle a besoin de soins quotidiens. Ce sont alors des centaines de volontaires qui se joignent aux forces de l'ordre et aux équipes de sauvetage pour commencer à passer la région au peigne fin. Ces recherches ne donnent rien, aucun indice n'est trouvé, mais heureusement, en parallèle, dans les locaux de la police à Aberystwyth, Louis Thomas et Noel Blakeman poursuivent l'interrogatoire de Mark Bridger qui, à force de pression mise par les enquêteurs, finit par craquer. Et ce qu'il avoue va vous faire froid dans le dos. Pour les prochaines minutes, je vais vous passer des morceaux de l'interrogatoire de Mark Bridger en version originale avec sous-titrage parce que je trouve que c'est important d'entendre ses intonations et les mots exacts qu'il utilise. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais et qui habituellement ne font qu'écouter les vidéos, je vous invite exceptionnellement à mettre votre activité en pause pendant quelques instants si vous pouvez, histoire de tout bien saisir et de lire les sous-titres. Mark Bridger commence par admettre calmement qu'il est effectivement passé en voiture à côté d'April Jones et de son ami qui faisait du vélo avant de ne plus voir qu'une seule des deux fillettes. Stupid. I'd had a few to drink, and there was 2 girls on their bikes. I remember the dark-headed girl came behind the car. I looked to see where the other girl was, and I couldn't see this other little girl. And the next minute, the bike was there. Et soudain, ils se mettent à sangloter et expliquent le terrible et malencontreux accident. Started the car up. As I went to pull away, the car, there wasn't a thud. I can't understand. The car rose up. As I opened the car, I walked round. And underneath the front of the car is now, I know to be April. She was only little. So I picked her up and I put her across my seat and put her in what is the offside seat, the passenger seat. Tried to take her pulse. And there was nothing. I put my mouth over her mouth and went to blow, put my hand back on her chest. And that's when I realised one side of her chest wasn't there. I'd obviously crushed her little body. Il explique ensuite qu'il avait la ferme intention d'emmener la fillette à l'hôpital. So I then drove out of Brynagorg. I remember driving down the back road. My intention was to get her medical help. Mais qu'en cours de route, il s'est rendu compte que la vie semblait l'avoir quitté. Il venait de tuer April Jones. I turned round, I've ended up at the clock.
and I remember her still being in the car. And that's when I realised It's okay, Mark. the colour had gone out of her. Okay, Her right. lips were purple. Paul and Coral are friends of mine. Mais Louis Thomas et Noel Blackman ne sont pas convaincus qu'il dit la vérité parce que même si le suspect vient effectivement d'admettre qu'il a donné la mort à April Jones par accident, il reste très vague quant à ce qui est arrivé ensuite et il affirme avoir de curieux trous de mémoire. So when you've got to the monument, Yes. is she in the car? I'm trying to jog my memory to know what I've done. Okay, it's okay, Mark. The next minute, and I'm in my house, and she's not there. Been upstairs, and I can't find her. Une fois arrivé chez lui, April n'était plus là et il insiste vraiment, il ne sait pas ce qu'il a fait du corps de la fillette. Mais l'apparente émotion qui envahit le suspect ne sert pas sa cause, bien au contraire, parce qu'elle donne aux enquêteurs la nette impression qu'il ne s'agit ici que de l'arme factice et qu'il se force tout simplement à pleurer. Il n'est pas acteur qui veut. Le premier interrogatoire se termine là-dessus aux alentours de 18h45 et laisse la police perplexe. Ils n'ont que la parole de Mark Bridger et ses aveux sont pour le moins déroutants puisqu'il ne se souvient soi-disant que d'une partie de la soirée. Alors, le doute est permis à ce stade. April Jones est-elle réellement morte comme il le dit ? La veille, la caméra de surveillance d'une station essence locale a filmé le suspect en train de sortir de la ville quelques minutes seulement après la disparition d'April et l'objectif des policiers, à présent, c'est de comprendre ce qu'il a fait ensuite. Le lendemain, soit 36 heures après la disparition de la fillette, les interrogatoires reprennent au commissariat et les forces de l'ordre, après avoir écouté Mark Bridger patiemment sans intervenir, ont cette fois adopté une autre stratégie. Parce que, rappelez-vous, ils ont un témoin dans la personne de l'ami d'April et c'est une toute autre histoire qu'elle leur a rapportée. Lorsque les enquêteurs le lui disent, l'apparent calme de Mark Bridger s'efface. We have a witness that was present. This person says April got into the Land Rover via the driver's door, which on a normal car would be the right-hand side, but that's really the passenger side door on your car. That is complete fabrication and lies. It can't have happened. Mark, is it a case that what you're telling us didn't quite happen? It happened exactly the way I'm telling you. That person is lying. I did not abduct April. I'd like you to go away and do the tests on the car. Évidemment, les policiers n'attendaient pas son invitation, vous vous en doutez, des tests sur sa voiture sont déjà en cours, et le moins qu'on puisse en dire, c'est que l'analyse du Land Rover Discovery ne va pas vraiment dans le sens de la version de son propriétaire. Les experts sont formels, si un tel véhicule roulait sur un enfant, le corps présenterait de nombreuses plaies. Dès lors, du sang, de la peau, des traces ADN ou même des fibres de tissu provenant des vêtements portés par la victime à ce moment-là, seraient nécessairement retrouvés sur les pneus du véhicule. Or, rien de tout cela n'est relevé sur la voiture de Mark Bridger. Et à l'intérieur non plus, aucune trace d'April n'est retrouvée. La conclusion est simple, l'accident dont il a parlé n'a jamais eu lieu, il ment. En parallèle, les recherches se poursuivent sans dégager aucune piste malgré l'immense mobilisation en cours. Une zone de 50 à 60 km autour du lieu de la disparition de l'enfant est fouillée, ainsi que 600 points spécifiques comme des puits, des fossés, certaines collines. Le suspect, lui, continue d'affirmer aux enquêteurs qu'il ne parvient pas à se souvenir de ce qu'il a fait du corps d'April. La police tente alors d'appuyer sur la corde sensible en faisant appel au côté paternel de Mark Bridger, mais malheureusement ça ne paye pas, il n'en démord pas, il veut réellement que la famille d'April ait le fin mot de l'histoire, mais il ne peut pas parler de ce dont il ne se rappelle pas. Le jour suivant, 4 octobre 2012, cela fait déjà 60 heures que la petite April Jones a été aperçue pour la dernière fois et de minutieuses fouilles commencent maintenant au cottage de l'auteur présumé de son enlèvement. Rapidement, des traces de sang sont découvertes dans la salle de bain. L'ordinateur de Mark Bridger est saisi et analysé et ce qu'il révèle est glaçant parce qu'il contient des images pédopornographiques ainsi que des recherches sur le meurtre d'enfants.
Les enquêteurs comprennent alors que le mobile de l'enlèvement était peut-être d'ordre sexuel. 2 jours et demi après la disparition d'April, la police arrive à la terrible conclusion qu'il est peu probable qu'elle soit encore en vie et il est demandé aux équipes de recherche bénévoles d'arrêter leurs activités. En effet, il s'agit désormais d'une enquête pour meurtre et non plus pour disparition de personnes. C'est un corps qui est à présent recherché. Les enquêteurs reprennent à nouveau les interrogatoires, même s'ils commencent à perdre espoir qu'un résultat puisse être obtenu par ce biais parce que Mark Bridger campe sur sa version de l'histoire. Ils vont donc tenter de le mettre face à ses contradictions et lui annoncent que sa voiture ne présente aucune trace de l'accident dont il a fait mention. There is no indication whatsoever Right. of anybody underneath that vehicle. That is obviously very, very strange because if I ever abducted her, there would be some sort of hair and fingerprints and things. There's nothing there forensically to Right. corroborate your account. And this is an opportunity for you to try Yeah, and no, counter this that. is, I mean, No, let's move to the inside then. Yes. The interior. Yeah. And again, I'm being told that there is no forensic evidence no at hair. all. No hair, no blood, no nothing. There's no blood. I didn't feel any blood at that time anyway. There was nothing visible. There was nothing visible. Right. There was no traces of blood on me or her at that time. There we are. That's fine. Thank you very much. Il a beau dire que la fillette ne saignait pas, ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que les traces de sang qui ont été retrouvées dans sa salle de bain, elles, ont parlé. C'est bien le sang d'April Jones, et son ADN a d'ailleurs également été retrouvé sur certains des vêtements saisis au domicile du suspect. Mais le temps presse et la pression s'accroît encore plus sur les épaules des enquêteurs parce que la garde à vue de Mark Bridger arrive bientôt à son terme. En effet, après 96 heures de détention, s'ils ne peuvent pas l'inculper, ils devront le relâcher. Le 6 octobre 2012, Louis Thomas et Noel Blakeman portent alors à la connaissance de l'auteur présumé de l'enlèvement d'April que son sang a été retrouvé chez lui et sa réponse continue de n'avoir aucun sens. Blood has been found on the wall of the bathroom at your house, Right. and this blood gives a full DNA profile of April Jones. The only explanation I've got is obviously if I've got blood on my hands, if I haven't dried my hands, you flick your hands, I've gone for a wee. Sérieusement ? Il s'est secoué les mains pour les faire sécher ? Ouais, sauf que, souvenez-vous, Mark Bridger avait d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de sang visible sur April. En plus, les experts n'en ont pas retrouvé non plus dans l'habitacle de sa voiture. Mais malgré tout, l'homme reste sur ses positions. Heureusement, le ministère public donne son aval aux forces de l'ordre et l'auteur présumé est finalement inculpé pour l'enlèvement et le meurtre d'April Jones, ainsi que pour entrave à la justice. Bon, alors, autant mettre quelqu'un sous les verrous sans preuve tangible, c'est pas incroyable, autant quand le suspect se fout clairement de la gueule du monde, comme dans ce cas précis, personnellement, ça me pose un petit peu moins de problème. Maintenant, reste à voir ce que la justice va décider. Au cours des 2 semaines suivantes, d'autres preuves sont retrouvées chez Mark Bridger, des projections de sang sur le tapis du salon et devant le poêle à bois, dans lequel sont également découverts 17 fragments d'os humains. S'il s'agit de ceux d'un enfant, il est cependant impossible pour les experts d'affirmer qu'ils appartiennent bien à April Jones. Joe Sullivan, le psychologue judiciaire qui avait dressé le portrait psychologique de l'accusé, affirme qu'il présente des traits psychopathiques et qu'il est dépourvu de toute empathie. C'est un grand adepte du mensonge et de la manipulation. Le 22 avril 2013, il est annoncé que les recherches visant à retrouver le corps d'April sont arrêtées et une semaine plus tard, le procès de Mark Bridger commence au tribunal de la couronne de Mold. Il plaide non coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui. Cependant, le 30 mai 2013, Mark Bridger est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre d'April Jones, ainsi que d'entrave à la justice. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Le juge le qualifie durant son procès de menteur pathologique et désinvolte et de pédophile. En juillet 2013, plusieurs semaines après le début de sa peine, Mark Bridger, qui est incarcéré à la prison de Wakefield, est attaqué par un autre prisonnier avec une arme improvisée, ce qui entraîne des blessures au visage et à la gorge, pour lesquelles il a reçu pas moins de 30 points de suture et gardera une cicatrice à vie. Le but de cette agression par un autre détenu était, selon ce qui a été rapporté à la police,
de lui faire avouer où était caché le corps d'April Jones, qui à ce jour n'a toujours pas été retrouvé. L'affaire de la disparition de la fillette de 5 ans reste une des affaires qui a le plus bouleversé le Royaume-Uni et ça prouve bien que l'instinct de sa maman était le bon. Il était trop tard pour qu'une petite fille de cet âge sorte seule, même pour aller à seulement 200 mètres et même dans un tout petit patelin, a priori sans histoire. Parce que, ne l'oublions pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut clairement mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!